Le merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin, un album écrit et illustré par Philippe Fix. Merveilleux chef-d'œuvre de Séraphin avec Séraphin, Plume et Hercule. Lorsque Séraphin parvint à l'âge de choisir un métier, un problème aussi grave que complexe se posa à lui. Quelle carrière embrasser? Président, directeur général? Ah, ben, pas avec de pareils cheveux, voyons. Chasseur de fauves? Séraphin ne ferait pas de mal à une mouche. Scaphandrier peut-être? Séraphin a toujours eu le mal de mer. Bon alors, agent de police? Séraphin a horreur des armes à feu. Sapeur-pompier? Séraphin a le sommeil profond, aucune sonnerie d'alarme ne pourrait le réveiller. Père Noël alors? Le froid l'enrhume aussitôt. Alors? Eh bien, Séraphin se proposa comme poinçonneur de tickets au métropolitain. Avez-vous déjà poinçonné dans une autre entreprise? Lui demanda-t-on. Non, dit Séraphin. Eh bien, revenez demain. Vous ferez un essai, nous verrons bien. Rentré chez lui, Séraphin passa la soirée à s'entraîner, poinçonnant tout ce qui lui tombait sous la main, de la quittance de loyer jusqu'à sa cravate du dimanche. Le lundi suivant, il était engagé. Au début, la profession enchanta Séraphin. C'était distrayant de voir défiler les rames. Toutes les 3 minutes aux heures de pointe, toutes les 8 minutes aux heures normales, toutes les 15 minutes aux heures creuses. Puis un jour, sans savoir pourquoi, Séraphin trouva les gens tristes, les wagons tristes, la station triste. Que faire alors? Devenir triste à son tour? Impossible. Séraphin a toujours été d'un naturel optimiste. Il apporta des fleurs, tout simplement, avec lesquelles il décora sa guérite de poinçonneur. C'était joli, cela sentait bon. Le soleil sembla un instant avoir franchi le portillon. Pourtant, personne ne parut s'être aperçu du changement. Il est vrai que les voyageurs regardent toujours par terre. Personne? Pas tout à fait. Le chef de station, lui, savait ouvrir l'œil. Encore une initiative de ce genre, monsieur Séraphin, et je vous signale au stagiaire de l'assistant du sous-chef adjoint de mon supérieur hiérarchique. Dès lors, Séraphin passa la plus grande partie de son temps à rêver aux fleurs, aux oiseaux et au soleil. Les trous qu'il s'appliquait à réaliser autrefois au centre des billets se promenèrent bientôt sur les côtés. Parfois, il ne faisait que des moitiés de trous, à cheval sur la bordure du ticket. Pourtant, lorsque l'heure de la sortie arrivait, Séraphin retrouvait son sourire en même temps qu'il quittait l'uniforme. Après toute une longue journée dans sa prison souterraine, il lui tardait de regagner sa mansarde dans la vieille ville. Il habitait une petite chambre dans un grand immeuble. 7 étages à monter. Cela représente un nombre considérable de marches d'escalier. La 126e avait la sympathie de Séraphin. Elle craquait, ce qui la distinguait des autres. Et puis elle indiquait qu'il ne restait plus que 2 étages à grimper. Quant à la dernière, elle était sa préférée. Tout en haut, Plume guettait le bruit des pas dans l'escalier. Séraphin était son ami. Il l'attendait avec impatience. C'est toi, Plume? Bonjour. Bonjour, je t'attendais, répondait Plume, à demi enfouie dans un pull vert extraordinaire à l'intérieur duquel son hamster Hercule avait élu domicile. Séraphin adorait bricoler. Quelques bouts de bois ou de papier, un peu de colle et de ses mains naissait un jouet ou une mécanique astucieuse. Hercule possédait une petite roue dans laquelle il trottait, comme le font tous les hamsters. Séraphin la transforma en vrai manège. Il suffisait que la roue tourne pour que tout bouge. Hercule était comblé. Au beau jour, Séraphin et Plume aimaient flâner dans les ruelles pittoresques du marché aux puces. C'est là que le hasard rassemble les objets les plus divers. L'armoire normande voisine avec le tire-bouchon et le buste de Socrate avec la décoration militaire. C'est ainsi que Séraphin tomba un jour nez à nez avec le lit dont il rêvait depuis sa plus tendre enfance. Un lit à baldaquin tourné
orné de colonnes de bois tournées et d'anges dorés pour veiller sur son sommeil. Hélas, imaginez la déception de notre ami lorsque, après avoir conclu l'affaire avec le marchand, il s'aperçut que le lit ne tenait pas dans sa chambre mansardée. Il essaya de le placer en long, en large, en travers même. Rien n'y fit. Séraphin dut se résoudre à entreposer son trésor dans le couloir du 7e étage, à la grande colère de son voisin de palier, charcutier de son état, qui menaçait de tout couper en rondelles. Casquette sur la tête, poinçonneuse à la main, Séraphin reprit son travail dès le lundi matin. Ah, pensait-il, l'heure de pointe une fois passée, comme je donnerais cher pour quitter cette vie de marmotte, vivre enfin à la lumière, voltiger à l'air libre comme un papy. Brusquement, Séraphin se frotta les yeux. Était-ce possible? Là, dans le tunnel, volait un papillon. Mais le malheureux, que va-t-il devenir dans ces interminables taupinières? Jamais il ne retrouvera la lumière du jour, la caresse du soleil. Il faut que je lui rende sa liberté. Et aussitôt, Séraphin de s'élancer, la casquette à la main, à la poursuite du captif. Pourquoi fallut-il qu'à cet instant précis, un groupe de voyageurs se présentât devant la guérite désertée par Séraphin? Et pourquoi le chef de station choisit-il cette minute pour faire une inspection sur le quai? 5 minutes plus tard, le papillon de Séraphin partageait leur liberté retrouvée. Non, 5 minutes plus tard, le papillon et Séraphin partageaient leur liberté retrouvée dans les avenues de la ville. Tous deux avaient été mis dehors dans les délais les plus brefs. Le premier par le second par le chef de station. Combien de temps Séraphin erra-t-il à travers les rues ensoleillées, les squares fleuris, les jardins emplis d'oiseaux? Personne ne pourrait le dire, pas même lui. Toujours est-il que lorsqu'il rentra chez lui, il fut surpris de trouver une lettre sous sa porte. Un notaire le convoquait d'urgence. Voilà, expliqua le vieil homme. Une fois Séraphin assis dans le bureau triste et poussiéreux, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous héritez d'une maison. Il s'agit d'une construction déjà ancienne, entourée d'un parc et de plusieurs annexes, dont je suis chargé de vous... Ah, mais Séraphin n'écoutait plus. Il s'imaginait déjà la joie de son ami Plume à l'annonce de cet héritage providentiel. Une vieille demeure, une gentilhommière, un château peut-être. Quand dès le lendemain matin ils se rendirent sur les lieux, leur rêve s'écroula. La maison était en ruine. Pourtant, Séraphin hocha la tête en retroussant ses manches. Après tout, mieux vaut une maison en ruine que pas de maison du tout. « Viens voir !» s'écria soudain Plume. « J'ai fait une découverte extraordinaire !» Une voiture en état d'abandon. Aussi avancée que la demeure qu'il abritait, certes, mais une voiture malgré tout. Séraphin entrevit brusquement l'avenir d'un œil serein. Une voiture, un logis, du grand air. Il n'y a pas un instant à perdre, Plume. Mettons-nous à l'ouvrage sans tarder. Aussitôt dit, aussitôt fait. La voiture fut démontée, débosselée, graissée, révisée, ressoudée, resserrée, nettoyée, réparée, améliorée, remontée. Lorsque Plume se mit en route le moteur, il tournait aussi rond que la machine d'Hercule. C'est tout dire. Avec un tel véhicule, transporter les matériaux nécessaires à la restauration de la maison devint un jeu d'enfant pour nos amis. Je ne vous dirai pas quel nombre de voyages ils effectuèrent. Sachez simplement que tous les brocanteurs de la province, sans exception, reçurent leur visite, que la voiture chargea exactement 23 719 kilos de matériel de toutes sortes et que les économies réalisées par Séraphin lorsqu'il était employé y furent totalement englouties. Quant aux heures de travail que nos architectes amateurs passèrent sur les échafaudages à manier la pioche, la truelle ou le pinceau, seuls la lune et le soleil auraient pu les compter. Toujours est-il qu'un beau matin, les travaux extérieurs furent terminés. Oh, regardez! Séraphin, à juste titre, pouvait être fier de son ouvrage.
Sa maison paraissait sortie d'un rêve et ne ressemblait à aucune autre. Enfin, il put installer son lit à baldaquin. Lorsque boiseries et pièces d'étoffe retrouvèrent leur éclat, Séraphin enfila son pyjama du dimanche et se glissa dans les draps. Les anges de bois dorés n'eurent guère besoin de le bercer ce soir-là. Ils sont dormis, le sourire aux lèvres, tout à fait heureux. À quoi servait une jolie maison si l'on n'était pas bien à l'intérieur? Il fallait maintenant l'aménager. Les économies de Séraphin s'étant envolées, il devint nécessaire de travailler quelque temps avant d'envisager d'autres dépenses. Séraphin fabriqua un bazar ambulant aux étonnantes ressources. En été, il vendait des glaces, en hiver des marrons chauds et odorants. Une installation de rémouleur lui permettait d'affûter couteaux et ciseaux, et de nombreux tiroirs refermaient 1000 petites choses utiles pour les ménagères. Séraphin agitait une clochette pour annoncer sa venue. Ding 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 ding. Ce tintement était comme un appel amical, et les enfants accouraient dès qu'ils l'entendaient. Voici le père Séraphin, criait-il, comme ils auraient dit. Voilà le père Noël. Après quelques mois, Séraphin, aidé de son fidèle ami Plume, put se consacrer à la suite des réparations. Voyons, dit-il un jour, où ai-je bien pu mettre ce pinceau? Je l'avais à l'instant. Plume, perché sur une poutre, ne put s'empêcher de faire remarquer. Tu perds toujours tes affaires, Séraphin. Fais donc comme moi. Tricote-toi un pull vert tout service. À l'avant, pull tiroir, à l'arrière, pull niche, sur le côté. Le débrouillard ne put terminer sa phrase, perdant brusquement l'équilibre. Il bascula dans le vide. Et en haut, lança Séraphin. Pull parachute, sans doute. À force de patience et de courage, la maison de Séraphin finit par être entièrement achevée. Quand après leur travail, nos deux amis s'y retrouvaient, qu'il faisait bon de somnoler près de la grande cheminée. Un soir que Séraphin s'était assoupi dans son fauteuil, il se passa quelque chose d'étrange. Plume regardait voltiger les flammes autour des bûches, lorsque brusquement, la résine en brûlant émit un sifflement, d'abord grave, puis de plus en plus aigu. À ce signal magique, tous les personnages sculptés ou dessinés que leurs auteurs avaient figés depuis tant d'années dans leur pose rigide se mirent en mouvement. Plume eut beau se frotter les yeux lorsqu'il vit un énorme dirigeable sortir de son cadre et visiter la maison, rien n'y fit, et plus le sifflement montait dans l'aigu, plus l'enchantement grandissait. Les anges dorés qui ornaient le lit de Séraphin s'envolèrent un par un, tandis que les trois mousquetaires quittaient les pages d'un grand livre d'histoire pour rejoindre Don Quichotte et Sancho Panza dans la cheminée. Les bûches craquaient, la résine chantait toujours. Coucou, fit Pinocchio en s'élançant sur les genoux de Plume. N'as-tu pas vu mon ami Arlequin, par hasard? Allons, messieurs, criait un gros hanneton en tapant sur son pupitre. Reprenons la symphonie au début, une mesure pour rien. Plume se demanda longtemps s'il avait rêvé ce soir-là ou si l'enchantement avait réellement eu lieu. Il ne le sut jamais vraiment. Séraphin était dans son fauteuil, toujours assoupi. Tout paraissait normal dans la pièce. Mais la maison de Séraphin n'était pas absolument comme les autres. C'est toi, Plume? Bonjour. Je t'attendais. Oh, vraiment, il faisait bon vivre chez Séraphin. Lorsqu'il venait rendre visite à son ami, Plume avait toujours l'impression d'entrer dans un grenier immense, avec ses recoins mystérieux, ses cachettes insoupçonnées, ses surprises toujours nouvelles. On s'y sentait à l'aise, on avait envie de chanter. Comme Plume chantait faux, il prit un jour son ami à part. Séraphin, une maison sans musique n'est pas une vraie maison, il faudrait... Séraphin l'interrompit d'un geste. Lui aussi avait déjà remarqué cette lacune. Il avait son idée. Nous allons remédier à cela dès aujourd'hui, Plume. Mets la voiture en route. Le marchand est ouvert ce matin. Le marchand de radio demanda Plume. Il s'agissait bien de radio. L'idée de Séraphin était bien meilleure. Il fallut une semaine entière pour extraire de chez le marchand de ferraille le matériel indispensable. Séraphin s'enferma ensuite et travailla 2 jours et 2 nuits sans s'arrêter. Lorsque Plume fut autorisé à contempler son œuvre,
La surprise le cloua sur place. « Que désires-tu » demanda le bricoleur installé derrière son poste de commande. « Une suite de bacs ? Bouton A, X, 23, Z, et voilà. Une polka ? Bouton B, M, 39K, et voici. » L'effet était saisissant. Un orchestre au grand complet n'aurait ni joué plus juste, ni fait plus de bruit. Et prouesse rare que même un orchestre de virtuoses ne peut réaliser que fort peu de temps, un bouton spécial permettait de produire à volonté du silence. Cette fois, plus rien ne manquait au bonheur de Séraphin. Bien à l'abri dans sa maison avec son ami Plume, tantôt bricolant, tantôt jouant de la musique, tantôt lisant d'incroyables histoires dans le grand livre d'images, la vie s'écoulait doucement, calmement, sans problème. Cela aurait pu durer des années et des années, si un jour ces hommes n'étaient pas venus avec leurs lettres remplies de timbres et de cachets. À la vue du plus gros des deux, qui lui rappela tout de suite le chef de station où il avait été poinçonneur, Séraphin sentit que quelque chose allait se produire, quelque chose d'ennuyeux. Il ne comprit rien aux explications des visiteurs, sinon qu'ils parlaient avec des mots étrangement agressifs qui le blessaient comme des flèches empoisonnées. Lorsqu'ils tournèrent le dos en agitant un doigt menaçant, les paroles meurtrières tournaient sans cesse dans la tête de Séraphin. Expropriation, assignation en justice, zone industrielle, grands ensembles, béton armé, démolition d'office, départ immédiat, puis vinrent des ouvriers qui abattirent les grands arbres que Séraphin et Plume aimaient tant. Ce fut ensuite autour des camions, des grues, des bulldozers. Jour après jour, de tous côtés, poussaient d'énormes blocs de ciment gris. De plus en plus haut, le bruit devint intolérable. La fumée et les grues géantes masquèrent le soleil. La maison de Séraphin fut emprisonnée dans ces terribles tenailles d'acier et de béton armé qui lentement l'enserraient jusqu'à l'étouffement. Bien décidés à défendre leurs biens coûte que coûte, Plume et Séraphin se retranchèrent dans la maison en fermant portes et fenêtres. Quand les deux hommes se présentèrent une seconde fois, nos amis refusèrent même de les recevoir. Séraphin ne put réprimer un serrement au cœur en lisant le mot qui leur glissèrent sous la porte. « Dernier avis, si vous n'avez pas libéré les lieux d'ici 48 heures, nous serons forcés de faire appel à la force publique pour vous y contraindre. » La loi était la loi. Il fallait s'y soumettre. La vie, du reste, devenait impossible. Lorsque Séraphin et Plume se faufilaient pour aller faire des courses, les ouvriers leur jetaient des colibés. Conducteur de grue alla même jusqu'à les effrayer en dressant au-dessus de leur voiture l'énorme pince de son engin. Il fallait faire quelque chose. Première idée de Séraphin fut d'inventer un gigantesque robot. Tu sais, les robots, ça ne fait plus peur à personne. Ce que tu devrais fabriquer, c'est un dragon. Un dragon tout brillant, avec des yeux qui s'allument, de la fumée et du feu qui sortent de la gueule, comme dans les histoires, dit Plume. D'accord, répondit Séraphin. Au travail. Ils profitèrent d'une matinée brumeuse pour sortir avec leur dragon. Son apparition au-dessus du chantier provoqua la panique générale. Tous fuyaient, abandonnant leurs machines comme s'ils étaient victimes d'une hallucination terrifiante. L'effet, hélas, fut de courte durée. Le lendemain, on vint dire à Séraphin qu'il devait partir. On eut beau lui parler raison, lui vanter le confort des immeubles modernes, il ne pouvait se résoudre à voir détruire sa maison. Il sentait que rien ne remplacerait jamais la chaleur de sa vieille demeure. Alors il se barricada chez lui avec son ami Plume. Lorsque les huissiers frappaient trop fort contre la porte, Séraphin s'installait à son pupitre et faisait jouer une symphonie fracassante à sa machine orchestre. Si les accords de la mélodie ravissaient nos amis, les hommes de loi ne l'entendirent pas de la même oreille. Ils exigèrent l'expulsion immédiate des occupants avant d'entreprendre la démolition de leur maison. Plume et Séraphin décidèrent alors de s'enfuir. Toutes les issues étant gardées, ils rassemblèrent la plus grande quantité possible de bois et, sans trop savoir ce qu'ils faisaient, édifièrent planche par planche une gigantesque tour au-dessus du toit. « Descendez immédiatement !» criait-on d'en bas. « Nous allons vous déloger sur l'heure !»
Inutile d'insister. Vous ne pouvez pas nous échapper. Rendez-vous tout de suite. Autour de la maison, la foule s'était massée, déjà prête à se moquer des fugitifs quand ils redescendraient, la tête basse, vaincus. Pour la dernière fois, je vous le répète, descendez. Comme Plume et Séraphin poursuivaient leur ouvrage sans répondre, ordre fut donné aux pompiers de s'élancer à l'assaut de la tour. Ils grimpèrent en hâte le long de la grande échelle, escaladèrent la fragile construction. Plus ils montaient, plus nos amis s'activaient dans leurs tentatives désespérées. Les premiers pompiers se rapprochaient déjà du sommet. Il n'en était plus qu'à quelques enjambées. Dans quelques secondes, ils atteindraient les 2 fuyards, s'empareraient d'eux. C'est alors que Séraphin eut cette idée merveilleuse. Posant 4 marches d'escalier l'une devant l'autre, en reportant la dernière au-dessus de la première, ainsi de suite. Plume et Séraphin se détachèrent de la tour. Devant les yeux stupéfaits de la foule brusquement muette, ils furent bientôt hors de portée des plus hautes échelles, puis ils atteignirent les nuages blancs qui mouchetaient le ciel. Enfin, ils ne furent plus qu'un point minuscule, à peine perceptible. Ils s'en allaient loin, 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 très loin.